Merci de m'accueillir. Donc effectivement, c'est un peu une première pour nous puisque je viens vous présenter un rapport qu'on a lancé lundi matin et c'est la première présentation publique. Donc c'est exclusivité pour vous. Donc tout d'abord peut-être un mot sur EPE et sur moi. Donc je m'appelle David Laurent, je suis responsable des activités climat et ressources chez EPE. Donc EPE, Entreprise pour l'environnement, c'est une association d'entreprises qui sont des grandes entreprises françaises et qui agit, qu'on pourrait qualifier de catalyseur de la réflexion de ces entreprises sur des sujets émergents dans le domaine de l'environnement. Donc par environnement, on entend climat, biodiversité, ressources, océans, santé environnementale, donc ce type de sujet. Et donc cette action, on l'a fait en accélérant les réflexions collectives de ces entreprises, en les alimentant, en les organisant pour qu'elles puissent intégrer ces dimensions-là dans leur stratégie d'entreprise et stratégie RSE. Et donc un de nos récents travaux, donc ça a été cette réflexion sur la neutralité carbone 2050 et donc l'étude que je viens vous présenter ici, qui s'appelle Zen 2050, imaginer et construire une France neutre en carbone. J'en ai quelques exemplaires ici, donc n'hésitez pas à la fin. Et également, cette étude, comme je vous l'ai dit, nous avons lancé lundi. Donc tout ce que je vais vous dire ici, on va pas forcément pouvoir rentrer en détail dans tout, mais l'étude est disponible sur notre site web avec différents documents d'accompagnement. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'approfondir. Et on aura le temps, j'espère, de pouvoir couvrir les principaux sujets aujourd'hui. Alors, peut-être en introduction, alors ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de la fac, mais on va quand même commencer par définir les termes du sujet, et en particulier le terme de la neutralité carbone. Donc on l'a vu dans la présentation précédente, donc l'accord de Paris a consacré l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle globale dans la deuxième partie du XXIe siècle. Donc cette neutralité carbone, elle est décrite comme l'égalité entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions au niveau anthropique. Donc pour faire simple au niveau des émissions, donc on parlait bien de gaz à effet de serre, c'est-à-dire donc au premier rang d'entre eux, donc le dioxyde de carbone, donc qui est émis par un certain nombre d'activités humaines, dont au premier rang duquel les combustions d'énergie. Mais on a également d'autres types de gaz à effet de serre, en particulier donc les principaux d'entre eux qui sont, outre le dioxyde de carbone, donc le méthane, donc qui est issu en particulier de l'agriculture et ce qu'on appelle la fermentation entérique, donc c'est la digestion par les ruminants de composés à base de cellulose. On a également un autre qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui est également généré fortement au niveau de l'agriculture, là en particulier dans des processus de dénitrification d'engrais ou de production de ces mêmes engrais. Et de l'autre côté, on a les absorptions, donc ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc les puits de carbone, il y en a différents. Donc le premier, c'est les forêts. Donc une forêt qui croît stocke du carbone. Le deuxième, c'est tout ce qui est au niveau des sols. Donc le sol, en particulier dans tout ce qui est humus et sa partie supérieure, peut stocker du carbone. C'est quelque chose qui existe et qui peut également être augmenté. Et il y a une troisième solution, donc qui est une solution qualifiée de 100% anthropique, donc on appelle ce qui est les solutions de CSC, donc de capture et de stockage de carbone. Donc là, c'est des processus industriels où à la sortie de cheminées de certains types d'usines, on peut capter du carbone et ensuite soit le réinjecter dans des réservoirs, donc qui sont typiquement des réservoirs géolusiques, donc certaines couches qui, par exemple, précédemment pouvaient être des réservoirs de produits carbonés, donc pétrole, gaz, etc. Et donc cette neutralité carbone, émission entre égalité entre émission et absorption. Donc pourquoi on s'y est intéressé? Donc suite à l'accord de Paris, en France en 2017, il y a eu le plan climat qui a entériné cet objectif
de neutralité carbone à l'échelle de la France et à l'horizon 2050. Donc c'est une déclinaison de l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris donnait ce cadre global et la France a dit nous on est déjà globalement avancé, on a une électricité fortement décarbonée, on est un pays développé, on n'a pas besoin de finir une transition développement comme certains autres pays, donc on peut être ambitieux et on peut dire que cette neutralité on l'atteindra en 2050. Quand cette annonce a été faite, du côté du monde économique, ça a déclenché un certain nombre d'interrogations qui étaient ok, on comprend cet objectif, mais qu'est-ce que cet objectif, comment est-ce qu'on le traduit dans le fonctionnement de la société? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'émissions dans les différents secteurs, de fonctionnement dans les différents secteurs, également au point de vue de fonctionnement de la société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on se déplace. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on s'est posées au sein des PE et que les entreprises de PE ont collectivement décidé d'investiguer et donc qui ont abouti à ce rapport. Donc comment est-ce qu'on a fait c'est des questions extrêmement complexes parce que là, sans tuer le suspense, on part d'une contrainte qui est cette contrainte carbone, mais très vite on se rend compte qu'on n'est plus en train de parler de carbone, on est en train de parler de société. On est en train de parler d'économie, on est en train de parler de sociologie, de stratégie industrielle. Donc évidemment on parle carbone, mais le sujet est tout de suite beaucoup plus vaste que ça. Donc le fonctionnement qu'on a choisi, donc c'est évidemment basé sur ces 27 entreprises qui ont été, je dirais, extrêmement actives. Il y a eu bien sûr une contribution financière, mais surtout une contribution humaine avec une implication forte de ces entreprises, avec des comités de pilotage chaque mois. Donc, ce qui donne également à cette étude une crédibilité d'un point de vue industriel. Et c'est important de se comprendre dans un monde où c'est des exercices qui sont couramment faits au niveau étatique, qui sont faits par des think tanks, par des associations. Donc en France, on a des scénarios négawatts, on a la stratégie nationale bas carbone. Mais au niveau des entreprises, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des choses, soit des stratégies d'entreprise, mais du coup qui sont plutôt à moyen terme, donc 10 ans maximum, ou des stratégies sectorielles, c'est-à-dire le secteur du ciment qui va faire sa roadmap. Et ce qui pose forcément des problématiques ensuite, d'une part de termes et également de cohérence entre ces différentes roadmaps sectorielles. Donc là, c'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'englobant. Donc cette étude, elle a été confiée à une équipe d'experts, donc qui sont des scientifiques, cabinets d'études et chercheurs qui avaient été familiers de ces sujets. Donc Enerdata, qui a fait tout ce qui est modélisation des systèmes énergétiques, Carbon 4 qui a une expertise sur le fonctionnement sectoriel. Donc Solagro qui est une association, mais également bureau d'études basé à Toulouse et qui travaille sur tout ce qui est le système forêt, alimentation, agriculture. Chose originale, on avait un sociologue dans l'équipe. C'était une volonté forte dans cette approche, de ne pas avoir une approche purement, je dirais, sectorielle ou économique, mais évidemment de pouvoir élargir d'une part à des aspects physiques, donc donc la contrainte carbone, mais également la contrainte biomasse, et également cet aspect sociologique qui sont souvent des aspects complexes à prendre en compte. Alors la prospective en sociologie, c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu. Donc on voulait intégrer ça, et je veux dire, c'était même bien avant les gilets jaunes. On a commencé l'étude en décembre 2017. Donc les récents développements nous ont conforté dans cette approche. Et enfin, on a également travaillé avec le CIRED sur tout ce qui était les modélisations macroéconomiques. Un autre aspect, on a eu un certain nombre de consultations avec des parties prenantes via une instance qu'on avait créée, qu'on avait appelée le cercle d'inspiration, et qui avait vocation
a challengé et inspiré le comité de pilotage, donc d'où son nom. Et dans un dernier temps, proche de la conclusion de l'étude, on a fait intervenir un panel de citoyens. Donc on a travaillé avec Ipsos pour avoir une grosse vingtaine de personnes. Donc c'était évidemment pas représentatif des Français, mais c'était illustratif des différentes sensibilités qu'on peut trouver dans la population française. Donc ça nous a permis, je dirais, d'affiner et également de modifier certaines des recommandations qui sont sorties de l'étude. Alors, je vais aller rapidement sur les principales conclusions de l'étude. La première chose, donc c'est un message positif, c'est en regardant ce scénario donc sous contrainte de neutralité carbone, on arrive à la conclusion que oui, avec ces contraintes d'acceptabilité sociale, économique, etc., on arrivait à un résultat qui était acceptable pour la neutralité carbone. Le deuxième résultat, c'est le titre de cette diapo, c'est que c'est une transformation sans précédent. Pour l'illustrer, il y a un chiffre qu'on peut avoir en tête, c'est de 2015 à 2050, cette transformation implique qu'on fasse chaque année entre 4 et 5% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on prend la comparaison, donc ce qui s'est passé depuis les années 90, donc les années 90 qui est la référence, quand on parlait du facteur 4, donc qui était l'élément déterminant de la précédente stratégie française, le facteur 4 était défini par rapport aux émissions de 1990. Et on se rend compte qu'entre 1990 et 2015, le rythme de réduction, ça a été 0,5% par an. Là, on parle de 4% par an sur les 30 prochaines années. Donc c'est juste énorme. Et donc le corollaire de ça, c'est cette transformation, elle va concerner tous les différents secteurs de l'économie. Donc ça, c'est souvent une question qui recherche, c'est qui doit faire cet effort. Est-ce que ça va être la mobilité? Donc souvent, il y a un gros focus sur l'énergie. Là, on se rend compte que oui, effectivement, l'énergie, c'est un secteur avec des enjeux, mais on se rend compte que là, oui, c'est globalement tous les leviers qui existent dans tous les secteurs, on va devoir les activer pour arriver à ce niveau d'ambition. Donc je ne vais pas forcément aller dans les détails, mais pour illustrer cet objectif de diminution au sein des différents secteurs, en fait on peut dire que c'est en fonction des leviers, on va avoir des variations, mais on va se trouver avec des échelles de diminution par secteur qui vont de 50% à plus de 90% d'émissions. Donc c'est quand même une décarbonation forte de tous ces secteurs. Si on regarde les principaux enjeux, donc le premier, c'est le puits de carbone. Parce qu'effectivement, vous vous rappelez, la neutralité carbone, c'est égalité entre émissions et absorption. Donc ce qui dimensionne la neutralité carbone, c'est la capacité d'absorption de gaz à effet de serre. Si on est capable d'absorber 1, ça veut dire que le reste de l'économie pourra avoir un budget de 1. Si on est capable d'absorber 2, on aura 2 pour tout le monde, et tout le monde devra se caler sur ce 2. Donc le premier point, évidemment, quand on parle de neutralité carbone, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux le puits de carbone dont on dispose. Donc en France, on a une forêt qui est encore en croissance. C'est quelque chose en croissance qui diminue, mais c'est toujours de la croissance, donc on peut toujours compter sur ce puits. Deuxième élément, c'est les sols. Les sols en France, actuellement, c'est encore une source d'émissions nettes, en particulier du fait de l'artificialisation. Donc en limitant l'artificialisation et en préservant un certain nombre d'usages des sols, voire en le développement, on peut stocker davantage de carbone dans nos sols. Donc ce qui peut nous amener, en fonction de comment on fait, à quasiment doubler le puits de carbone français. Ensuite, on a deux secteurs qui sont le transport et le bâtiment, où on peut arriver à des niveaux de réduction extrêmement importants, de 90%. Donc les enjeux, si on regarde rapidement, c'est dans le niveau du bâtiment, ça va être clairement la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un sujet, ça fait 15 ans qu'on en parle, mais où il y a des progrès qui sont extrêmement lents. Donc là, l'enjeu, c'est d'arriver à accélérer et rendre effectifs ces plans de rénovation. Sur le transport, sa particularité, c'est que c'est le seul secteur qui a des émissions, on va dire, constantes, voire qui les augmente sur les dernières années. Donc il y a une part
un fonctionnement, une dimension sociétale qui est très forte, c'est qu'il y a une appétence globale à la mobilité, à plus de mobilité. Donc, dans certains cas, on peut considérer que cette mobilité est forcée, mais globalement, voilà, c'est une mobilité qui augmente fortement. Donc, ce qui pose ensuite des actions sur à la fois comment décarboner la mobilité, donc d'où le sujet des véhicules électriques, mais également de réflexion plus forte sur pourquoi cette mobilité, est-ce que c'est possible de la limiter dans certains cas sans que ça soit considéré comme quelque chose de socialement inacceptable. Production d'énergie, en France, on a la chance, on a une électricité décarbonée, mais il ne faut pas oublier qu'on a d'autres vecteurs énergétiques qui sont le gaz, et le gaz en France est actuellement très décarboné, également de la chaleur. Et la chaleur en France également utilise de l'énergie fossile. Le secteur eau et déchets et industrie qu'on pourrait traiter ensemble, là on a un gros enjeu qu'on pourrait résumer sous la thématique de l'économie circulaire. L'économie circulaire, on peut dire sa finalité, c'est découpler une croissance économique de la consommation de ressources. Ce qui tombe très bien, puisqu'en diminuant la consommation de ressources, mécaniquement, on fait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, les deux secteurs du haut qui sont très particuliers. Donc, le premier, c'est l'aviation internationale. Donc, dans l'aviation internationale, il y a international surtout. Et c'est un secteur qui est international sous toutes ses formes. Donc, dans l'accord de Paris, l'aviation internationale est de côté. Ce n'est pas quelque chose qui est assigné aux États, c'est un secteur en tant que tel qui a ses propres règles, ses propres objectifs. Donc c'est très compliqué de l'insérer dans des cadres nationaux parce que par définition c'est des déplacements entre pays, donc il y a des problèmes d'allocation, mais c'est également une compétition internationale et un secteur qui industriellement fonctionne de manière internationale. Et l'autre gros enjeu, c'est qu'on a des prévisions de croissance très très fortes et des possibilités d'amélioration technique à la technologie constante qui sont limitées. Donc là, on a clairement une tension dans l'aviation internationale. Et le dernier, mais last but not least, comme diraient nos amis anglo-saxons, donc tout ce qui est autour de l'agriculture, alimentation, qui est caractérisé par le fait que ça a plusieurs fonctions. Ça a à la fois effectivement la fonction de base de l'agriculture qui est de nourrir la population, mais également très vite on arrive à des fonctionnalités multidimensionnelles qui sont dans notre sujet précis, le puits de carbone comme on l'a vu, mais également l'approvisionnement des autres secteurs en biomasse, donc ce qui permet de l'utiliser cette biomasse en substitution à l'énergie fossile. Donc l'agriculture est pourvoyeuse de solutions pour les autres secteurs. Mais il ne faut pas également oublier les différents usages et services économiques de l'agriculture et plus globalement de la forêt, donc qui sont tout ce qui va être la biodiversité, les services écosystémiques, les loisirs ou la culture. Donc voilà, c'est ce triptyque agriculture, alimentation, forêt qui a vraiment une place spécifique dans les stratégies de neutralité carbone. Un autre enjeu que je vais traiter assez rapidement, mais que je voulais également mentionner, c'est l'aspect sociologique. La façon dont on a intégré cet aspect sociologique dans l'étude, c'est que le travail qu'on a fait sur les différents secteurs, ensuite on l'a traduit dans des profils sociologiques, donc qu'on a défini avec l'équipe et donc sous la houlette d'un sociologue, qui ont pour mérite de caractériser, on va dire, sous deux dimensions, les ménages français. Donc il y a une dimension qui sont les besoins. Donc ces besoins, ils sont déterminés par différents facteurs, donc qui sont à la fois le moment de vie, donc c'est-à-dire est-ce qu'un couple a des enfants, n'a pas d'enfants, est-ce que c'est un couple qui est à la retraite, la localisation géographique, donc, urbain, semi-urbain, rural, et ensuite également les niveaux socio-professionnels. Et on a corrélé ceci à une deuxième dimension qui est la motivation, donc c'est-à-dire la volonté intrinsèque et propre d'un individu à s'engager dans une transformation et à faire des efforts. Donc l'idée de ça, c'est d'une part de pouvoir évaluer la réalité sociologique de la transformation qui est requise, donc de vérifier s'il y avait bien adéquation entre les deux et de pouvoir également illustrer, parce que c'est également un instrument qu'on utilise auprès des différentes parties prenantes,
pour éviter voilà, ce piège d'une vision dogmatique d'une transformation où les gens ne pourraient pas se reconnaître. Donc ça sert également de montrer que dans un monde, dans une France, on va dire, neutre en carbone, il y a encore une place pour différents profils sociologiques, mais également de ménage dans toute leur variété. Donc c'est un exercice assez, je dirais, original, mais enrichissant, donc qui a abouti d'une part à adapter l'importance et l'action qu'on mettait sur les différents leviers, mais également du coup à expliquer comment cette transition peut se dérouler. Donc c'est des choses qui sont développées en détail dans l'étude. Et ensuite, je dirais le troisième méchage, mais qui est également une conclusion, et plus qu'une conclusion, c'est une condition de succès de cette étude. C'est on se rend compte que face à l'ampleur de la transformation et surtout des dépendances entre les différentes solutions qui doivent être appliquées si on veut que cette transformation soit possible, c'est quelque chose qu'on va qualifier de solidarité entre les acteurs, et on a identifié 3 types d'acteurs, donc qui sont les pouvoirs publics, les citoyens consommateurs, et j'insiste sur le citoyen consommateur, on pourrait même dire citoyen consommateur usager, et les acteurs économiques, donc que ce soit les entreprises, les investisseurs, les associations professionnelles, et que chacun de ces acteurs peut avoir différents rôles, et que ces rôles sont à la fois interdépendants et synergiques dans l'optique d'une trajectoire vers un monde neutre en carbone. Donc j'accélère un petit peu parce que je vois que je prends un peu de temps. Et voilà. Et je vais m'arrêter sur cette dernière planche. Donc on l'a vu précédemment, ces travaux de long terme, ils sont intéressants, mais il y a un moment on est obligé de raccrocher ce long terme à du court terme. Donc la dernière étape du travail, ça a été c'était un travail toujours en rétrospective, donc on part de 2050 et on regarde et on essaie de matcher avec les tendances actuelles en 2018. Et donc du coup, la dernière étape de notre travail, ça a été de regarder qu'est-ce que dans les toutes prochaines années, il faut mettre en place pour s'assurer qu'on reste sur des trajectoires compatibles avec une neutralité carbone en 2050. Et on a formulé 14 recommandations dans l'étude qu'on pourrait résumer en 4 blocs. Donc la première, et qui nous semble très importante parce que justement c'est le terreau de cette solidarité entre les acteurs dont on parlait dans la slide précédente, et qu'on a appelé comme l'intégration du climat dans l'inconscient collectif, avec 3 recommandations en dessous. Donc la première, c'est une appropriation collective de la population de ce sujet, parce que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte, entre autres dans le panel citoyen. C'est la première réaction du panel, en fait. On voulait qu'ils commentent nos recommandations, ils nous disent non mais nous, la première chose qu'on veut dire, c'est d'une part, on n'avait pas conscience de l'ampleur des enjeux et des transformations requises, et deuxièmement, on n'avait pas non plus conscience de notre rôle, de comment est-ce qu'on pouvait influencer ce changement. Donc d'où cet aspect important. Le deuxième, qui est une corollaire, c'est donc le rôle l'importance dans l'éducation, donc les programmes d'enseignement, mais que ce soit au primaire, secondaire, tertiaire. Quelque chose qui concernera plus directement les entreprises, mais le rôle de la publicité dans la formation des représentations sociales et sociétales du succès, de la consommation et des modes de vie, donc qui sont des choses importantes. Un deuxième critère qui est sur la transformation des cadres économiques. Donc là, on va retrouver c'est plutôt dans les domaines des conditions de succès, avec le rôle du commerce international, qui est quelque chose de clé dans le fonctionnement de notre société, de l'économie principalement, mais qui ensuite influe sur la société, avec les impératifs de concurrence et de préservation de l'activité économique nationale. Le rôle de la fiscalité carbone, qui est nécessaire en particulier pour permettre que certaines solutions bas carbone deviennent rentables, disponibles, et donc permettent de rendre cette transformation effective. Et un corollaire, tout ce qui est du coup les investissements dans des modèles et des solutions bas carbone. Un troisième lot sur des mesures sectorielles.
Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'aménagement du territoire qui va avoir un lien direct avec tout ce qui est artificialisation, mais également derrière tout ça, il y a toutes les problématiques d'accès aux services, de qualité de vie urbaine, de dynamisation des centres-villes, des centres-bourgs. Le point sur la rénovation des bâtiments qu'on a parlé, les mobilités évidemment, l'industrie on en a parlé. L'adaptation, qui est quelque chose, l'adaptation au changement climatique, qui est quelque chose qui n'a pas été traité dans le rapport parce que c'est quelque chose d'énormément complexe, mais il serait illusoire de. C'est quelque chose qui est déjà constaté, que les effets du changement climatique sont perceptibles à l'échelle française, et que même en restant dans ce scénario où on arrive à la neutralité carbone, on aura des impacts qui ne vont faire que s'aggraver. Donc anticiper l'adaptation au changement climatique est quelque chose clé. Et enfin, donc sur ce triptyque forêt, agriculture, alimentation dont on a déjà parlé, 3 choses clés. D'une part, la biomasse va être quelque chose sur lequel il y a déjà une pression en fait, puisque les différents secteurs de l'économie ont besoin de cette biomasse pour se décarboner. Mais ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est que quand on fait l'équation offre-demande, c'est que la demande va être largement supérieure à l'offre. Donc il y a un besoin d'une part, développer autant que possible cette biomasse, mais tout en étant en capacité de réguler son usage et de préserver les autres dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, donc puits de carbone, biodiversité, services écosystémiques. Là-dessus, le corollaire, ça va être une évolution du modèle agricole qui est déjà, on pourrait dire, multidimensionnel, mais qui le deviendra encore plus. En particulier, on peut penser à tout ce qui est les services de rémunération d'autres services type stockage de carbone dans les sols agricoles. Et enfin, l'enjeu qu'on a derrière, c'est tout ce qui va être autour de l'alimentation. Donc on l'a vu, une grande partie des émissions de l'agriculture, c'est lié aux émissions de la fermentation entérique. Du coup, le corollaire, c'est la consommation de viande, et c'est pour ça que dans l'étude, on a fait l'hypothèse et on encourage à une diminution par 2 de la consommation de viande par les individus. Ce qui implique ensuite également d'autres avantages en termes de santé et nutrition. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, bien entendu, tout ce que j'ai dit est développé dans le rapport, et on va avoir un petit peu de temps pour quelques questions. Merci beaucoup.